Diable Jump. Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 973. C'est pas vraiment une review, hein, c'est comme d'habitude. Le chapitre est, je pense, pas assez intéressant pour faire vraiment un truc assez détaillé par la suite. Donc là, je voulais vous en parler un petit peu à chaud. Parce qu'il y a quand même... Oh, il y a des révélations, voilà, comme d'habitude. Donc voilà, je voulais vous en parler un peu comme à notre habitude. Hein. De toute façon, voilà, on change pas grand chose. Et puis, allons-y de suite, hein. C'est parti. Alors déjà on a un petit retour sur les aventures de Oden et de Roger, donc on a un tout petit flashback de ce côté là. Rien de bien folichon, on voyait un peu plus la relation qu'avait Oden avec ses enfants. C'était la petite première partie du chapitre, elle était assez cool, elle était assez mignonne pour ça. Où on voyait un peu plus Oden papa et non pas Oden guerrier ou Oden futur shogun de Wano. Bref, c'était une bonne petite... ouais, un bon petit moment. Quand même, il nous raconte certaines choses, notamment une discussion qu'il avait eue avec Toki. Il lui expliquait que dans son voyage, il avait appris que Wano et Zou étaient particulièrement liés, ils étaient historiquement liés donc par le passé. Donc ça, c'est quelque chose qu'on savait déjà, mais c'est intéressant qu'il note Zou bien précisément, et non pas seulement les Minks. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose à voir avec l'éléphant en lui-même, ainsi qu'avec le peuple des Minks. Ça explique pourquoi Momonosuke a ce lien si étroit avec Zunesha qui peut le commander, etc. Enfin, ça explique, ça laisse sous-entendre que ça vient de là. Après, on sait pas réellement ni le pourquoi, ni le comment. On voit une belle petite scène qui confirme une idée que j'avais eue il y a de ça l'année dernière, hein, dans une review du chapitre, c'était le 930 ou 931 ou 32, je ne sais plus exactement. C'était, vous savez, la première fois qu'on a vu apparaître... Komurasaki du coup dans le manga et qu'elle s'était mise à jouer justement du shamisen, elle mettait son masque à chaque fois et c'était une sorte d'interrogation dans la salle où les gens se demandaient mais c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'elle joue cette musique elle se met à mettre ce fameux casque. Et moi j'avais dit l'année dernière du coup bah c'est peut-être parce qu'elle pleure tout simplement, parce que justement quand elle joue cette chose ça lui rappelle quelque chose, ça lui rappelle un souvenir et ce morceau lui est cher et donc voilà. Elle pleure. Ils savent pas pourquoi, mais elle couvre son visage lorsqu'elle joue. Est-ce que quand elle joue cette partition, cette musique, est-ce qu'elle pleurerait pas? Est-ce que ça serait pas elle, la fille d'Oden, comme ça a été supposé? Est-ce que c'est vraiment ça, ou est-ce qu'Oda va encore nous mettre vers une piste différente? On va un petit peu en parler. Dans le cas donc où cette femme était la fille d'Oden, eh ben ça pouvait expliquer certaines choses. Et là on apprend dans ce chapitre que justement elle jouait du shamisen déjà à l'époque, et puis surtout qu'elle avait une belle musique, La Princesse de la Lune, qui est un titre qui a justement une grande signification pour le coup, vu le lien qu'ont les Kozuki avec la Lune, etc. Eh bien elle jouait ce morceau qui plaisait énormément à Oden, au point qu'il a justement demandé est-ce qu'elle le joue durant ses funérailles, ce qui l'a fait pleurer, etc., etc. Donc la petite idée finalement semble se confirmer. Oui, apparemment Iori Komurasaki pleure quand elle joue ce fameux morceau au shamisen. C'est très beau pour le coup. Et là, changement un peu d'ambiance, parce que justement on retourne après juste la mort de Oden, et donc on voit un peu ce qui se passe avec les fourreaux, donc notamment Inuarashi et Nekomamushi qui commencent à se prendre la tête. Ça y est, on a l'origine de leur dispute, l'origine qui, personnellement, c'est peut-être un problème de compréhension de ma part, parce que j'ai absolument pas dormi, donc peut-être un peu des problèmes de connexion neuronale. Mais il y a une dispute qui ne semble pas avoir réellement de sens, ils se prennent la tête pour... on ne sait pas trop quoi. Et le problème c'est que là-dedans il y a Nekomamushi qui va traiter Inuarashi de traître. Alors, bon, est-ce qu'on peut vraiment prendre ça comme argent comptant? Non, à part le fait que les fourreaux rouges commençaient à se viser eux-mêmes. Mais je pense que bon, Inuarashi est pas pour autant, je pense, le traître. Même si à l'époque de Zou c'était un des principaux sujets avec Wenda. Je sais pas si vous vous en souvenez. Bref, en tout cas... ça reste intéressant qu'on sache ce genre de choses, et ça expliquerait, si éventuellement Inuarashi était le traître, comment Jack arrivait à chaque fois à retourner sur Onokuni, sur Zunesha, parce que justement il aurait eu la vive card donnée par Inuarashi. Mais dans quel but? Pourquoi lui et pas un autre? Sachant que c'est en plus un chien est censé être plus que fidèle et loyal, donc ça perd un peu de son sens. Mais on sait pas. Peut-être qu'Oda il a décidé de péter un plomb et de dire bon bah c'est Inuarashi et voilà, s'il doit y avoir un fourreau c'est lui. Mais surtout ce qui est intéressant c'est que Inuarashi et Nekomamushi se font choper par les Numbers. Et les Numbers ce sont des énormes monstres, sans doute des Zoan éveillés ou je ne sais quoi, qui font partie de la flotte de Kaido, de l'armée de Kaido, et qui ont été vus au chapitre 958 je crois à peu près, ou 956. Et donc c'est intéressant de les voir là, parce que du coup bah, ils étaient bien présents à cette époque là sur Wano, donc voilà, on sait toujours rien sur eux, mais en tout cas ils avaient l'air d'être assez
puissant justement pour avoir capturé Inuarashi et Nekomamushi de cette façon. On revoit donc le sinistre qui s'est passé, qui s'est déroulé au niveau du château des Kozuki, c'est-à-dire le feu, les flammes, voilà, le château qui brûle et puis tout ce qui se passe, donc qu'on a pu voir dans le chapitre 920. Et donc on peut voir que le feu a sans doute été propagé par King, voilà, l'une des calamités de Kaido, qui se retrouvait donc devant en fait le château en feu, donc vu qu'il est lié à l'incendie, etc. Ça doit être à cause de lui, c'est pas bien nouveau. Mais je préfère le noter au cas où, parce que sinon dans les commentaires vous allez me dire ouais mais c'est pas normal Koji, t'as pas dit que c'était King qui avait foutu le feu. Voilà, moi je le dis. Toki comme d'habitude au final elle protège ses enfants comme elle peut, et là il y a quelque chose de très intriguant là concernant, c'est qu'on retrouve une sorte de silhouette de bulle au niveau de sa bouche quand elle parle. Alors attention, je parle pas des bulles de dialogue, mais littéralement une espèce de nuage moutonneux, je ne sais pas trop comment l'expliquer, qui est présent à quasiment chacune de ses apparitions quand elle parle ou quoi. On la voit au chapitre de sa première apparition, c'est-à-dire durant le flashback d'Oden. On la revoit ici, et c'est très bizarre, et c'est pas moi qui l'avais noté, c'était quelqu'un sur Twitter, je crois que je l'avais vu passer sur Twitter, ou même sur Reddit, aucune idée. Franchement, je peux pas donner de source à qui l'a trouvé, parce que je ne sais plus du tout. Mais en tout cas, effectivement, la personne avait noté que Toki avait cette particularité qu'à chaque fois qu'elle apparaissait ou qu'elle parlait, ou qu'elle avait peut-être utiliser son pouvoir, eh ben on voyait cette espèce de nuage devant elle. Alors, est-ce que ça a un lien justement avec son pouvoir quand elle va l'utiliser ou quand elle l'utilise? Il y a ce truc qui apparaît, aucune idée. Par contre, c'est vraiment intriguant et Oda, s'il a mis ce petit détail, c'est forcément pas du hasard. Kaido, lui, s'en prend à Momonosuke finalement, sans réellement trop savoir pourquoi. Et surtout, il a fait preuve d'une espèce d'empathie pour lui, qui, donc au lieu de le jeter dans le vide, il a récupéré, il a foutu dans les flammes. Bon, c'est pas spécialement mieux, tu vas me dire. Mais en tout cas, il y avait une sorte d'empathie, il y a eu un truc qui, voilà. En fait, il a eu une sorte de respect pour Oden, Kaido, j'ai eu l'impression, parce que justement, il parlait d'Oden comme disant, putain, mais c'est toi son fils, genre, en gros, tu lui arrives pas à la cheville, quoi. Et donc, il y avait peut-être certains pseudo-respect, comme on a pu voir dans les derniers chapitres, qui étaient en tout cas encore instaurés, encore présents, mais je sais pas trop à quoi a servi réellement cette scène. Je pense qu'elle va avoir un certain sens plus tard, ou peut-être un sens caché qu'il faudrait que je relise tous les chapitres de Wano pour bien un peu me resituer dans toute cette chronologie, dans tout cet esprit, cet environnement. Mais ouais, effectivement, Kaido qui fait ça avec Momonosuke, c'est assez étonnant. La suite on la connaît, Toki envoie Kanjuro, Kinemon, Reizo et Momonosuke dans le futur, 20 ans plus tard, bim, tandis que Kawamatsu lui va récupérer Yori et va partir dans les canaux du château. Donc ça, c'est une partie qu'on connaissait, qu'on a appris durant l'arc de Wano. Par contre, la suite est un peu plus nouvelle. En fait, Toki commence à s'échapper du château en cheval, et il y a un flashback d'elle avec Oden qui apparaît, où justement Oden parle d'elle en disant en fait, tu cherchais aussi ce moment venu, t'as fait un voyage de 800 ans, c'est pour le trouver lui, ou c'est pour trouver cette histoire en fait. Et il y avait cette notion de peut-être qu'elle pouvait chercher Joy Boy, qu'elle cherchait pas forcément Oden, mais qu'elle cherchait peut-être Joy Boy. La question est maintenant, pourquoi avoir traversé 800 ans pour chercher Joy Boy? Est-ce qu'elle a eu vent d'une certaine prophétie, elle aussi? C'est-à-dire peut-être qu'elle a connu le véritable Joy Boy à l'époque, et ce dernier lui a dit, dans 800 ans, je vais me réincarner, ou que sais-je encore. Bref, à une date bien précise, parce que c'est bien précis, Oden redit encore, si tu vas dans 20 ans, tu vas trouver, tu auras la finalité de ton voyage. Elle lui a dit, elle a préféré dire non, qu'elle restait dans le monde avec Oden, en fait, dans sa chronologie à lui. Donc c'était plus, on va dire, quelque chose de sentimental, d'émouvant. Mais en tout cas, il y avait ce truc qui fait qu'elle a encore ce lien avec la prophétie, avec le moment venu. Alors du coup, pourquoi Toki, quand on l'a vue, elle voulait aller à Wano? Elle voulait aller à Wano, cette femme, alors qu'elle avait connaissance d'une prophétie, sans doute, quelque chose qui allait arriver de super important, et pourtant elle voulait quand même aller sur Wano. Ça veut dire que quelque chose va se passer sur Wano, concernant Joy Boy, ok? Et qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être la révélation à Luffy qu'il est l'élu? Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on va apprendre, enfin que Luffy va apprendre qui il est finalement? Et c'est très très important. Nina avait fait de super théories là-dessus, sur comment Luffy pourrait justement apprendre tout ça à la fin de Wano, et à quel point ça pourrait être très important. Je vous conseille de regarder ces vidéos parce que pour le coup ça met des mots sur quelque chose qui est encore très flou, et ça peut être assez intéressant, donc si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas. En tout cas, la prophétie qu'elle a lancée donc devant le château en feu, comme l'avait dit justement Kyoichiro, résonne différemment aujourd'hui entre les 9 ombres, l'aube étincelant qui va apparaître. Vous savez, Luffy vient de l'île de Dawn, hein. Dawn qui est justement l'aube en français. C'est lui qui va incarner l'aube de Wano Kuni. C'est trop beau, c'est génial ce qu'Oda a fait pour ça. Et donc Toki finit par réellement mourir, ou en tout cas elle semble tomber
plus dans les pommes, mais apparemment, vu la réaction des gens, elle semble mourir. Donc, si elle meurt, son fruit a dû réapparaître quelque part. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et donc, ça voudrait dire que quelqu'un l'a encore. Est-ce que, justement, le fruit du démon de Toki va avoir une importance pour la suite? Ça risque d'être très compliqué. Est-ce qu'il va y avoir un saut dans le temps encore? Est-ce que quelqu'un va chercher à s'en emparer? Est-ce que quelqu'un va le manger? Orochi, lui, bien sûr, il est en panique de tout ça. Et surtout, on peut noter qu'il est insensible à la douleur. Alors, pourquoi? Aucune idée, mais il devient insensible à la douleur. Est-ce que c'est dû à son fruit du démon, qui est l'hydre, etc., qui est le Yamata no Orochi, qui lui confère donc une insensibilité peut-être à la chaleur, mais en tout cas, l'eau bouillante, il ne la ressent pas. Est-ce que c'est dû à sa psychologie? Je ne sais pas, mais en tout cas, il a une sacrée résistance. Et là, Denjiro, donc notre cher fourreau rouge disparu maintenant, mais pas totalement finalement, va partir s'isoler dans un espèce de temple dans les bois. Ce temple n'est d'ailleurs pas n'importe lequel, parce que c'est celui de Enma, celui qu'on avait vu justement avec Iori et Zoro, dans lequel il s'était protégé, et c'est sans doute lui, en tout cas il lui ressemble énormément, donc il est allé se reposer là-bas, sans doute il est allé se cacher là-bas, et n'oubliez pas que le Enma est aussi l'arme, le katana que Zoro a hérité de Oden, entre guillemets, bref, c'était la lame d'Oden, et Denjiro, je sais plus comment l'appeler du coup, en ressortant de cet endroit, après une colère immense apparemment, eh bien c'est Kyoichiro. Donc oui, et oui, donc du coup, Denjiro, c'est Kyoichiro. Alors moi déjà que j'étais pas hyper fan de la théorie comme quoi Denjiro était le senpai de Zoro, donc dans son dojo sur East Blue, parce qu'il lui ressemblait mais normalement c'était pas possible, eh ben franchement j'aurais préféré, parce que là on nous fait dire que Denjiro, en rentrant dans un espèce de temple, après il y a peut-être un truc mythologique un peu derrière, attention, mais en rentrant là-dedans, et avec toute la colère qu'il a eue, il a pu changer de tout au tout, c'est-à-dire que de base il a l'air d'avoir les cheveux noirs, là maintenant il les a clairs, c'est-à-dire il les a bleus, hein. Donc ça c'est une chose, il se ressemble plus du tout, le format comment on appelle ça, le menton est totalement changé, les sourcils, le nez, ça a totalement changé, la coupe, n'en parlons pas, il n'y a plus rien à voir, les yeux, pareil, au final, c'est plus du tout le même homme. Et là-dedans, en plus, bah voilà, c'est comme ça. Le pire dans tout ça, c'est que finalement, l'anime avait réellement spoil cette histoire, comme quoi Denjiro était Kyoichiro, parce qu'en fait, dans l'opening de l'anime, on avait vu donc tous les fourreaux rouges qui étaient l'un à côté de l'autre, etc. Et ben à un moment, on voit Ashura Doji et Denjiro qui sont côte à côte, et du moins Kyoichiro qui sont côte à côte, et ben finalement, ce sont deux fourreaux rouges. Donc c'est un truc de fou, voilà, l'anime a totalement spoil le manga là-dessus, c'est vraiment incroyable, j'aurais jamais cru que ça arrive, enfin surtout pas un opening, mais du coup ça rajoute un plus-value de ouf, ça rajoute un intérêt supplémentaire à regarder justement l'anime, parce que justement il peut rajouter des trucs Oda à travers pour nous spoil. Alors du coup après j'avais écrit quoi, ouais, expliquer pour rien, je trouve ça abusé, ah, ok l'anime a tout spoil, les deux ne se ressemblent pas, d'accord. Bon alors ouais, d'un coup j'avais dit que j'étais pas fan, et c'est vrai, je l'assume, j'avoue, je suis pas fan, et d'ailleurs j'avais totalement été contre cette hypothèse, j'en avais déjà parlé, je disais que j'étais pas du tout pour, je crois, mais c'est le cas, en tout cas, bien joué à ceux qui l'ont trouvé, franchement, bien joué, moi franchement c'était pas du tout ma cam pour le coup. Il y a un truc que j'ai trouvé super cool par contre, et ça c'était vraiment top, c'est le truc qui a remonté un peu le coup pour moi de Kyoichiro Denjiro, c'est qu'en fait Kyoichiro était appelé le somnolent. Parce qu'il était, voilà, c'était son titre en fait, parce qu'il s'endormait et tout comme ça. Et ça c'est intéressant parce qu'en fait on apprend que Kyoichiro est aussi Ushimitsu, donc le garçon de la nuit. Et alors ça, c'est marrant parce que du coup on apprend que s'il est comme ça, s'il s'endort donc du coup à tout moment, c'est parce que justement durant toute la nuit il va passer mais en fait son temps à récupérer l'argent et à le donner aux pauvres. Et donc ça explique pourquoi Denjiro à l'époque avait ce lien avec l'argent, qu'il cherchait toujours à prêter ou à prendre de l'argent, etc. Bref, il a ce rapport avec la thune qui a fait que, en fait, on pouvait faire le lien entre Denjiro, lui et Ushimitsu. Voilà. En tout cas, un peu déçu, mais ce truc a, je trouve, bien rattrapé le coup, parce que quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah ouais, pas mal quand même ». Bon, par contre, après, je trouve que c'est totalement abusé, parce que oui, du coup, il retrouve Iori, qui passe incognito auprès de toute la population de Wano Kuni, c'est-à-dire qu'elle arrive dans une ville, personne ne la reconnaît, alors que la petite, elle a quand même les cheveux... Les cheveux comme As quand même, hein. Ah ouais, vous voyez pas. Elle a quand même les cheveux totalement bleus aussi, hein, comme Kyoichiro justement. Elle a les cheveux totalement bleus. Elle a la même tronche, les mêmes boucles, elle a absolument tout, et personne ne la reconnaît. Et donc ils arrivent, ouais machin, on a retrouvé. En plus, ils mènent cette gamine pile devant, comment il s'appelle, devant Kyoichiro.
quel hasard. Alors Kyoichiro du coup se présente, explique que c'est lui Denjiro, que la colère lui aurait fait changer de visage, et ça c'est très intéressant. Est-ce que c'est réellement, c'est littéralement, genre cette colère lui a fait du mal, la métamorphoser, ou est-ce que c'est parce que la colère a eu une manifestation, je sais pas, peut-être un truc vraiment comme j'avais dit, plus spirituel, et là ça pourrait être intéressant. Bref, la colère lui a fait changer son visage, mais que c'était bien lui, etc. Et du coup ils se retrouvent, ils sont trop contents, et ça explique pourquoi Kyoichiro du moins, avait feinté la mort de Komurasaki, etc. etc. Sauf qu'on en vient au fait que, bah au final, il a pris Iori, il y a trop de doubles, c'est trop chiant, il a pris Iori sous son aile, ok, sauf qu'au final, il a un peu prostitué pour la vendre à l'ennemi de son maître, pour essayer de, je sais pas trop quoi faire, peut-être essayer de l'assassiner. Mais en tout cas, au final, Denjiro a prostitué la petite fille de son maître, voilà. Moi j'ai retenu que ça. Non, bon, je suis un peu mauvaise langue, parce que pour le coup c'était cool, au moins on a vraiment toute l'histoire des fourrons, on sait qui ils sont, on sait où ils sont. De ce côté-là, on est tranquille, on n'attend plus que le traître, et puis là ça sera bon. Je reste quand même mitigé sur l'histoire de Kyoichiro, vraiment, sachant qu'en plus il avait battu Kaido, il s'était battu contre Kaido avec Ashura Doji à l'époque, et c'était pas du tout les mêmes, enfin je comprends pas trop comment Oda s'est débrouillé dans la chronologie, dans le scénario et tout. Dans tous les cas, le chapitre en lui-même était quand même pas mal, vraiment. Je peux pas réellement cacher ma déception sur le fait que Denjiro est égal Kyoichiro, ça c'est une chose. Mais en tout cas, voilà, au moins on sait, on est calé. Maintenant, reste à savoir ce qui va se passer au prochain chapitre, si ça va être un retour à la période normale, ou si on va encore être sur le flashback. Ça commence un peu à durer, et moi je suis surtout curieux de savoir ce qui va se passer au niveau de Luffy. Voilà, savoir ce qui se passe au niveau de la Grande Guerre, si réellement ça va être... si c'est si grave que ça, parce qu'il faut pas oublier qu'on avait quand même... perdu les Mugiwara, on sait pas où ils ont disparu, on sait pas ce qui se passe. Donc moi j'aimerais bien un peu quand même revenir sur cette partie là pour avoir pour savoir si Oda n'utilise quand même pas quelque chose de très très gros. Donc voilà, j'arrête mes bêtises, en tout cas c'était quand même un bon chapitre, même si comme je vous le rappelle, voilà, l'histoire de Denjiro c'est un peu spécial. J'espère que ce chapitre vous aura plu, on remercie encore Scantrad pour leur traduction, leur taf. Et puis bah écoutez, il n'y aura pas de review ce week-end, mais il y aura une vidéo mardi. Voilà. Une grosse vidéo au final en plus. Voilà, j'espère qu'elle vous plaira. Passez un très bon week-end les bros, portez-vous bien, faites bien attention à vous, et puis peace. Tchou les bros.